Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. Homejacking. Salut, je m'appelle Joey et je vis en Espagne. Un week-end, mes parents sont partis pour une escapade en amoureux, me laissant seul à la maison. Moi j'avais hâte, j'étais excité à l'idée de passer du temps à regarder des films et jouer à des jeux vidéo sans interruption, à la cool. Ce soir-là, après avoir commandé une pizza, je me suis installé dans le salon pour profiter de ma soirée. Mais vers 1 heure du mat, j'ai entendu un bruit étrange venant de la porte d'entrée. Au début, j'ai pensé que c'était juste un appel d'air, mais les bruits sont devenus plus forts et plus persistants. J'ai éteint la télé et j'ai tendu l'oreille. On aurait dit que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je me suis levé doucement et j'ai regardé par le judas. J'ai vu 2 silhouettes à travers le verre dépoli. La peur m'a envahi. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mon téléphone était sur la table basse, alors j'ai rampé jusqu'à lui, essayant de ne pas faire de bruit. Mais juste au moment où j'allais attraper mon téléphone, j'ai entendu un bruit sec. C'est la porte qui s'ouvrait. 2 mecs hyper baraqués sont entrés. Je me suis figé, terrifié. Ils ne pouvaient pas me voir. J'étais calé entre la table basse et le canapé, et toutes les lumières étaient éteintes. Les intrus se sont déplacés rapidement dans la maison, fouillant les pièces, à la recherche de quelque chose de valeur. J'ai pris mon téléphone et je me suis glissé dans le cellier de la cuisine, et me suis planqué derrière des cartons placés entre 2 meubles, essayant de rester aussi silencieux que possible. J'ai appelé la police, murmurant ma situation et mon adresse. L'opérateur m'a dit de rester caché et de ne pas faire de bruit. J'ai mis mon téléphone en silencieux et baissé la luminosité au minimum, et j'ai attendu. Les minutes ont été longues. Je pouvais entendre les pas des cambrioleurs se rapprocher de moi. À un moment donné, l'un d'eux est entré dans le cellier. J'ai retenu mon souffle, priant pour qu'il ne regarde pas derrière les cartons. Il a un peu fouillé, puis est reparti. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai entendu un des intrus dire à l'autre qu'il devait se dépêcher, qu'ils avaient ce qu'ils voulaient. Finalement, j'ai entendu les sirènes de la police. Les cambrioleurs ont paniqué et se sont enfuis par la porte arrière. Je suis resté caché jusqu'à ce que les policiers entrent et m'appellent. J'étais en sécurité, mais profondément marqué par cette nuit. Je n'oublierai jamais la peur que j'ai ressentie, ni la sensation d'impuissance totale. Depuis cette nuit, j'ai du mal à dormir, toujours à l'affût du moindre bruit suspect. Mes parents ont renforcé la sécurité depuis, mais s'ils sont amenés à me laisser seul à nouveau, j'irai dormir chez un pote, c'est clair et net. Nuit infernale. Je m'appelle Romuald, j'ai 16 ans et je vis à Tulum au Mexique. C'est un coin plutôt cool, avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. Il m'est arrivé un truc de malade qui m'a marqué à vie. Ça s'est passé l'été dernier, une nuit que je ne pourrai jamais oublier. Je traînais avec ma bande de potes sur la plage, comme on le fait souvent le week-end. On avait décidé de passer la nuit à camper là, histoire de profiter de l'été au max. On avait tout prévu, des tentes, des sacs de couchage, des provisions et, bien sûr, des histoires effrayantes à se raconter autour du feu. La soirée avait bien commencé. On s'était installé dans un coin isolé de la plage, loin des touristes. Les vagues étaient apaisantes, le ciel était clair, on voyait des milliers d'étoiles, c'était parfait. Vers minuit, on a commencé à raconter des histoires de fantômes et autres légendes locales. On se marrait bien, même si quelques-uns d'entre nous étaient un peu flippés. C'est là que ça a commencé, à devenir bizarre. Un de mes potes a remarqué une silhouette au loin, près des dunes. On a d'abord pensé que c'était un pêcheur ou quelqu'un du coin. Mais la silhouette semblait juste nous observer.
sans bouger. On a essayé de l'ignorer, mais c'était difficile de ne pas y penser. Au bout d'un moment, la silhouette s'est mise en mouvement, s'approchant lentement de nous. On a commencé à flipper, mais on ne voulait pas paraître trouillard devant les autres. Un de mes amis a proposé qu'on aille vérifier, juste pour être sûr que ce n'était pas quelqu'un de perdu. Alors, lui et moi, on s'est levés et on s'est dirigé vers les dunes. Plus on avançait, plus l'air devenait oppressant. La silhouette semblait disparaître et réapparaître à des endroits différents, comme si elle jouait avec nous. Quand on est enfin arrivé là où on l'avait aperçue, il n'y avait plus personne, juste le silence et l'obscurité. On a cherché, mais rien. On a alors décidé de retourner vers le feu, un peu déboussolé. Quand on est revenu, nos potes nous ont dit qu'ils avaient entendu des bruits bizarres venant de la mer pendant notre absence, comme des murmures ou des chants. On a rigolé, pensant que c'était juste le bruit des vagues. Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose clochait. On s'est remis autour du feu, essayant de se détendre. C'est alors qu'on a entendu un cri strident venant de la mer. On s'est tous levés d'un bond, les regards fixés vers l'eau. Quelqu'un était en train de hurler. On ne voyait rien. On a attrapé nos lampes torches et on a couru vers le bruit. Arrivé sur le rivage, on a vu un garçon, seul, trempé, les vêtements déchirés. Il tremblait de peur et répétait en boucle. Ils arrivent, ils arrivent. On a essayé de le calmer, de lui demander ce qui s'était passé, mais il était trop paniqué pour répondre. Il pointait du doigt la mer, et c'est là qu'on a vu des silhouettes sortant lentement de l'eau. C'était comme des ombres humaines, mais avec quelque chose de terriblement anormal. Leur démarche était lente, presque mécanique. Elles semblaient glisser plutôt que marcher. On a commencé à reculer, tirant le garçon avec nous. Les silhouettes continuaient d'avancer, silencieuses, inexorables. La panique nous a gagnés et on a commencé à courir vers notre campement. On a tout ramassé à la va-vite, laissant derrière nous quelques affaires. Le garçon nous suppliait de ne pas le laisser seul. On a couru à travers les dunes vers la route principale. On pouvait encore entendre les murmures venant de la mer, comme un chant macabre. On a finalement atteint la route, essoufflé et totalement terrifié. On a attendu là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le garçon nous a raconté qu'il s'était retrouvé seul sur la plage après que ses amis soient partis, et que ces choses étaient sorties de l'eau, le poursuivant. Il ne savait pas ce que c'était, mais il était sûr d'une chose, elle voulait l'emmener. On a appelé les flics, mais quand ils sont arrivés, il n'y avait plus rien sur la plage. Pas de traces des silhouettes, pas de signe de lutte, rien. Les autorités ont pris notre témoignage, mais on voyait bien qu'ils ne nous croyaient qu'à moitié. Pour eux, c'était probablement une bande d'ados qui avait trop bu et s'était fait peur tout seul. Mais nous, on savait que c'était réel. On n'a plus jamais remis les pieds sur cette plage la nuit. Et chaque fois que j'entends les vagues, je ne peux m'empêcher de penser à cette nuit et à ces silhouettes qui nous observaient depuis l'eau. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Le petit carrousel. Je m'appelle Romain et j'ai 16 ans. L'année dernière, pendant les vacances d'été, je me promenais dans un marché aux puces avec mes amis. On fouillait les étals à la recherche de trucs insolites. C'est là que je suis tombé sur cette boîte à musique carrousel. Elle était en bois, finement sculptée, avec de petits chevaux peints à la main. Je sais pas pourquoi, mais elle m'a attiré. Le vendeur m'a dit qu'elle était ancienne et venait d'une collection privée. Je l'ai achetée pour une somme dérisoire. En rentrant chez moi, je l'ai posée sur mon bureau et je l'ai observée de plus près. Quand j'ai tourné la clé pour la remonter, une douce mélodie s'est mise à jouer. C'était apaisant, presque hypnotisant. J'ai commencé à l'écouter tous les soirs avant de me coucher. Les premiers jours, tout semblait normal. Mais une nuit, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai entendu la mélodie de la boîte à musique se déclencher toute seule. Je me suis redressé d'un coup. La boîte était fermée. Pourtant la musique jouait. C'était trop bizarre. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était bloquée. J'ai insisté,
En vain. Et finalement, la musique s'est arrêtée d'elle-même. Alors j'ai lâché l'affaire et me suis recouché. Le lendemain, j'ai examiné la boîte et elle s'est ouverte facilement. Aucun souci à signaler. J'en ai parlé à mes amis et ils ont ri en disant que j'avais sûrement rêvé. Mais les nuits suivantes, la même chose s'est reproduite. Chaque fois que j'étais sur le point de m'endormir, la boîte à musique se mettait à jouer. J'ai commencé à faire des cauchemars où je voyais les chevaux du carrousel tourner frénétiquement, comme s'ils étaient en fuite. Une nuit, j'ai décidé de la laisser ouverte pour voir si la mélodie se déclencherait d'elle-même. Vers minuit, la musique a commencé, mais cette fois-ci, c'était différent. Les notes étaient distordues, comme si la boîte était en train de se casser ou que les piles étaient à plat. J'ai regardé les chevaux tourner de plus en plus vite et j'ai cru voir des ombres danser autour. J'ai pris la boîte et je l'ai rangée dans un placard, pensant que ça arrêterait les phénomènes. Mais la nuit suivante, j'ai entendu la mélodie étouffée venant du placard. J'étais paralysé de peur. Je suis resté dans mon lit, incapable de bouger, jusqu'à ce que la musique s'arrête. Le lendemain, j'ai décidé de me débarrasser de la boîte. Je l'ai emmenée loin de chez moi et je l'ai jetée dans une rivière. Je pensais en avoir fini avec cette horreur, mais c'était loin d'être le cas. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais chez moi, j'ai trouvé la boîte à musique posée sur mon bureau, comme si elle n'était jamais partie. Mon cœur s'est arrêté. Comment était-elle revenue? J'ai appelé mes amis pour leur dire ce qui se passait. Ils sont venus chez moi et ont vérifié la boîte. L'un d'eux a suggéré de la démonter pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand on l'a ouverte, on a trouvé un petit compartiment caché, avec une photo ancienne d'une petite fille tenant la boîte. Derrière la photo, il y avait un message écrit en japonais ancien. « Reviens-moi ». On a fait des recherches sur la fille de la photo. Après plusieurs jours de recherche, on a découvert qu'elle avait vécu dans les années 1800. Elle avait perdu la vie à l'âge de 10 ans, dans des circonstances mystérieuses. La boîte à musique avait été faite pour elle par son père, un artisan de renom. Après la disparition de la petite fille, la boîte avait été déposée sur sa tombe, mais elle avait disparu des décennies plus tard. On s'est dit qu'on pourrait essayer de contacter son esprit pour apaiser son âme. On a trouvé un médium local et on lui a raconté notre histoire. Il a accepté de nous aider. La séance a été terrifiante. Le médium a commencé à parler dans une langue que nous ne comprenions pas. La température de la pièce a chuté brusquement et la boîte à musique s'est ouverte toute seule, jouant cette mélodie distordue. Soudain, le médium a crié et s'est effondré. Quand il s'est réveillé, il nous a dit que la fillette était en colère parce que la boîte avait été arrachée de sa tombe. On a compris que pour mettre fin à tout ça, il fallait lui ramener la boîte à musique. On a trouvé l'emplacement de sa tombe grâce aux archives locales. C'était dans un vieux cimetière, à la périphérie de la ville. On s'est rendu là-bas de nuit. Le cimetière était lugubre, avec des tombes abandonnées et envahies par la végétation. On a trouvé la sienne, recouverte de mousse et à moitié effondrée. On a déposé la boîte à musique sur la pierre tombale et on a allumé des bougies autour. On a récité une prière en lui souhaitant de trouver la paix. La boîte à musique s'est mise à jouer, mais cette fois, la mélodie était douce et apaisante. Les bougies se sont éteintes d'elles-mêmes et une brume légère s'est levée. On a eu l'impression de voir une silhouette d'enfant dans la brume avant de disparaître. Depuis ce jour, chaque fois que j'entends une mélodie de carrousel, j'ai des frissons et j'ai l'impression que la petite fille est toujours là, quelque part, veillant sur sa précieuse boîte. Le temple obscur. Je m'appelle Rim et j'ai 17 ans. Mon expérience s'est passée dans un temple bouddhiste caché au cœur des montagnes. Il est dit que ce temple est hanté, mais pas par des fantômes ou des esprits. Non, c'est bien pire que ça. Pendant les vacances, avec mes amis, on avait décidé de partir à l'aventure et de visiter ce temple abandonné. On avait entendu des rumeurs sur ce lieu, des histoires qui donnaient des frissons, mais on était jeunes et stupides, en quête de sensations fortes. On s'est donné rendez-vous à l'entrée de la forêt, à la tombée de la nuit. L'atmosphère était déjà pesante, avec un silence étrange qui régnait dans les bois. En pénétrant dans la forêt, chaque pas semblait nous enfoncer un peu plus dans l'obscurité. Les arbres étaient si denses que la lumière de la lune peinait à percer à travers le feuillage.
Nos torches étaient nos seuls guides. Après 1 heure de marche, on est finalement arrivé devant le temple. Il était en ruine, envahi par la broussaille, mais il dégageait une aura étrange, comme si le temps s'était arrêté ici. On a franchi le seuil du temple avec prudence. L'intérieur était encore plus sinistre que l'extérieur. Des statues de Bouddha étaient renversées, des rouleaux de sutras éparpillés sur le sol, et une odeur de moisi imprégnait l'air. Mais ce qui était le plus troublant, c'était le silence. Un silence si profond qu'on pouvait entendre nos cœurs battre. Soudain, j'ai trouvé une trappe sous un tatami. Avec une curiosité mêlée de peur, on a décidé de l'ouvrir. Un escalier sombre descendait dans les entrailles du temple. Malgré nos réticences, on a descendu les marches une à une. Et plus on avançait, plus l'air devenait glacé, et une sensation oppressante nous écrasait les épaules. Au bout de l'escalier, on est arrivé dans une salle souterraine. Elle était remplie de vieux parchemins et d'objets rituels. Mais ce qui a attiré notre attention, c'était un autel en pierre au centre de la pièce, couvert de symboles étranges. Sans réfléchir, j'ai commencé à lire à haute voix l'un des parchemins. Ces mots résonnaient dans la salle, comme s'ils éveillaient quelque chose de très ancien et de très maléfique. C'est là que tout a basculé. Une brume noire a commencé à s'élever du sol, et une présence invisible s'est manifestée. On a ressenti une terreur pure et viscérale. Kenny, un de mes amis, s'est effondré, criant qu'il ne voyait plus rien, que quelque chose le touchait. Les autres ont paniqué. Certains ont essayé de fuir, mais l'escalier avait disparu, remplacé par un mur de pierre. On était coincés. La brume s'est épaissie, et on pouvait entendre des murmures, des voix anciennes parlant une langue inconnue. Mes amis tombaient les uns après les autres, comme s'ils étaient attaqués par des forces invisibles. J'ai senti une main froide saisir ma cheville, me tirant vers l'autel. J'ai lutté de toutes mes forces, criant pour que quelqu'un m'aide, mais en vain. J'ai perdu connaissance, et à mon réveil, j'étais seul dans la salle. Mes amis avaient disparu. La peur m'a donné la force de me lever et de trouver un passage, et j'ai réussi, je ne sais par quel miracle, à remonter à la surface. Il faisait déjà jour. J'ai couru aussi vite que possible hors de la forêt sans me retourner. Depuis ce jour, je suis hanté par ce qui s'est passé. Mes amis n'ont jamais été retrouvés, et je n'ai jamais osé retourner au temple. Mais chaque nuit, dans mes cauchemars, je les revois et j'entends ces murmures. Ce temple garde encore ses secrets, et moi, je suis condamné à vivre avec cette terreur pour le reste de mes jours. Stage psy. Je m'appelle Minzi, j'ai 19 ans et je vis à Munich, en Allemagne. Je ne pensais pas que mon stage dans un hôpital psychiatrique pourrait tourner à ce point dans l'horreur. J'avais besoin de valider un stage pour mes études, et j'ai choisi l'hôpital psychiatrique de Haar, à l'est de Munich. Le bâtiment imposant, construit au début du XXe siècle, avait déjà une allure inquiétante. Mais ce que j'y ai vécu dépasse de loin toutes mes craintes. Je suis arrivé tôt le matin, excitée et un peu nerveuse. J'ai été affecté au service des troubles psychotiques sévères, un département réservé aux cas les plus difficiles. Dès mon arrivée, le personnel m'a briefé sur les protocoles, m'expliquant que certains patients pouvaient être violents et imprévisibles. Le premier jour s'est déroulé sans incident majeur. J'ai suivi les infirmières dans leur ronde, observé les patients et essayé de m'habituer à l'ambiance pesante du lieu. Mais dès le deuxième jour, les choses ont commencé à prendre une tournure étrange. Lors de ma deuxième journée, une patiente du nom d'Anna, une femme d'une quarantaine d'années souffrant de schizophrénie, a commencé à parler de voix qu'elle entendait. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle semblait savoir des choses sur moi que personne ne pouvait connaître. Des détails intimes sur ma vie, des secrets que je n'avais partagés avec personne. Le troisième jour, un homme d'environ 50 ans, nommé Karl, est devenu violent sans raison apparente. Il hurlait que les murs lui parlaient, que des ombres le suivaient partout. Nous avons dû le sédater. Cette nuit-là,
Alors que je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'être suivi. Une sensation oppressante de paranoïa s'était installée en moi. Le quatrième jour, alors que j'étais dans la salle de repos, j'ai entendu des voix chuchoter mon nom. Pensant d'abord à une blague de mes collègues, j'ai essayé de les ignorer. Mais les voix ont persisté, devenant de plus en plus fortes, de plus en plus claires. Elles me murmuraient des choses horribles, des détails sur des événements passés que je préférais oublier. J'ai commencé à éviter le service des troubles psychotiques. La peur me rongeait. Mais ce jour-là, je n'avais pas le choix. Une patiente avait besoin de soins particuliers. Elle répétait sans cesse les mêmes phrases, parlant d'un homme en noir qui la surveillait. Ses crises devenaient de plus en plus violentes, et ses cris résonnaient dans les couloirs vides. Une nuit, alors que je dormais à l'hôpital pour une garde de nuit, j'ai été réveillé par des bruits étranges. En sortant de ma chambre, j'ai vu Karl, debout dans le couloir, fixant un point invisible avec une terreur palpable. Lorsqu'il m'a vu, il a couru vers moi, hurlant, L'homme en noir est là! et il s'est effondré à mes pieds, inconscient. J'ai eu la trouille de ma vie. Heureusement, je n'étais pas seul. On a pu le remettre dans son lit et le soigner. Le dernier jour de mon stage, j'ai trouvé un ancien dossier dans les archives de l'hôpital. Il racontait l'histoire d'un médecin qui avait été interné dans cet hôpital après avoir sombré dans la folie. Il parlait d'un homme en noir qui le suivait partout. Ce médecin avait fini par sauter la vie, laissant derrière lui des notes incohérentes, des dessins d'ombres et de silhouettes inquiétantes. Depuis cette expérience, je ne suis plus jamais retourné à Arles. Les événements de ces 7 jours me hantent encore. J'ai quitté mes études et j'évite tout ce qui a trait aux maladies mentales. Je ne sais toujours pas si ce que j'ai vécu était réel ou si j'ai été victime d'une sorte de psychose partagée. Mais une chose est certaine, quelque chose de terriblement sombre rôde dans cet hôpital. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.